Le coup de gueule d'un écrivain, philosophe, voyageur, aventurier, prêt à mourir pour l'Europe, pour des États-Unis d'Europe. On va en parler avec Patrice Franceschi, qui est l'invité du Grand Angle. C'est bien. Bonjour Patrice Franceschi. Bonjour. Alors, vous publiez plus qu'un livre, c'est un manifeste que vous avez appelé « Combattre pour un nouveau projet de société européen ». Déçu par l'actuelle Union européenne, c'est le moins qu'on puisse dire, vous défendez l'idée des États-Unis d'Europe pour relever les 8 défis qui nous attendent et sauver la France. On va en parler de ces 8 défis dans un instant. Des défis qui, pour vous, devraient être les enjeux majeurs de l'élection présidentielle en France. Et on sait que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Vous proposez d'ailleurs de vous suivre dans ce combat en votant pour ce manifeste sur www.combattre.org. Alors je disais que vous étiez prêt à mourir pour l'Europe, ça vous a fait sourire, mais j'ai vu qu'au départ, ce livre devait s'appeler comme ça. Oui, simplement parce que ça voulait dire quelque chose de très important, mais j'ai changé ensuite parce que ça pouvait être mal compris, mais qui était que, notamment d'un point de vue politique, philosophique et humain, il y a des choses plus grandes que nous qui valent la peine de vivre pour elles et de combattre jusqu'au bout sans esprit de recul. Mais après, il ne s'agit pas de mourir forcément pour cela. Mais c'est ce que ça veut signifier. Ça veut dire que c'est la vigueur de votre engagement. Absolument. Un engagement est tout ou rien. Il n'est pas à moitié. Et d'ailleurs, nous faisons souvent les choses à moitié dans ce pays, ce qui nous mène au désastre et à la situation dans laquelle on se trouve. Alors, je rappelle d'abord que vous n'avez pas fait les choses à moitié dans votre vie, vous avez même eu plusieurs vies, vous avez été dans le désordre, explorateur, marin, il faut rappeler vos aventures avec la boudeuse autour du monde, vous avez passé combien d'années, combien de mois sur ce bateau? Des années. Alors vous avez été aussi humanitaire, entre autres en Bosnie, au Rwanda, je crois en Somalie, vous avez été combattant aussi aux côtés des Afghans en Afghanistan, aux côtés des Kurdes aussi, vous avez été philosophe, vous avez fait de la philosophie politique pendant plus de 10 ans, 12 ans à la Sorbonne. Vous êtes aussi écrivain. Vous avez eu, il faut le rappeler, le prix Goncourt de la nouvelle pour votre livre Première personne du singulier. Donc j'ai peut-être oublié plein de choses dans votre vie, mais bon. Et donc vous partez de ce constat, on va revenir à l'Europe. L'Europe actuelle ne marche pas et vous écrivez, page 25, il faut faire table rase de l'édifice institutionnel et monétaire de l'Union européenne actuelle. Écoutez, cela fait 60 ans qu'on a créé cette union en Europe et qui était nécessaire. Simplement, il y a un vice de forme de départ. C'est le primat donné à l'économie sur le politique. Ça ne peut pas marcher. C'est introduire tout de suite le loup dans la bergère. Alors on peut comprendre qu'à cette époque, après la guerre, il fallait redonner un peu de prospérité. Mais c'était vraiment un vice de forme. Quoi que l'on fasse aujourd'hui, réparer l'Union européenne sur ses bases économiques ne marchera pas. Ça fait 20 ans qu'on nous le promet, promesse toujours dite et jamais tenue. On ne peut pas colmater les brèches d'un naufrage annoncé. Il faut faire autre chose, ce que nous aurions dû faire dès le départ. Si vous donnez le primat à l'économique, le loup que vous introduisez dans la bergerie, c'est celui que l'on trouve en économie, la compétition, la lutte de tous contre tous. Il y aura des dissensions et vous ne pourrez pas introduire ce que le politique, lui, s'il avait le primat, pouvait donner dans des régimes démocratiques, c'est la solidarité. Mais on vit dans un monde ouvert, on vit dans la mondialisation, l'économie est ouverte. Raison de plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer les frontières, il faut du protectionnisme? Pas du tout. Il faut simplement que l'économie soit l'inverse d'aujourd'hui, à la remorque du politique et du projet de société qui a été décidé par l'expression des citoyens. Si la politique est bien l'art de la maîtrise du destin, aujourd'hui, on nous l'a confisqué. Ce ne sont pas nos expressions démocratiques dans les votes qui décident de la société dans laquelle on va vivre demain. C'est simplement les grandes puissances économiques, puisqu'elles ont le primat. Et c'est la politique qui est à leur remorque. On le voit tout le temps, et nos concitoyens le savent bien et le sentent, même s'ils ne l'expriment pas tout à fait comme ça. J'ai entendu dire que la moitié des Français ne savaient pas pour qui voter, ou n'allaient pas voter, parce que l'offre politique qui leur était faite ne leur convenait pas. C'est la traduction de ce grand désarroi. Il faut remettre le politique en démocratie, le politique à sa place, c'est-à-dire qui décide de ce que doit être notre société, et non pas les grandes puissances économiques. Donc ça veut dire que l'économie reste extrêmement ouverte, mais elle, dans un cadre politique d'États-Unis d'Europe, à ce moment-là, elle va servir le projet politique. Ce qu'on entend dans la campagne électorale, il n'y a pas de projet de société. Il y a des programmes politiques, des sortes de décisions, souvent, toujours prises d'ailleurs sous l'angle économique, sous la pression des pouvoirs économiques. Vous parlez de la campagne électorale sorte de puzzle dispersé et pas regroupé pour nous dire sur quel chemin on veut nous emmener. Voilà ce qui se passe. Vous parlez de la campagne électorale en France. Est-ce qu'il y a parmi ces 11 candidats et une candidate, deux candidates, l'un ou l'autre qui se rapproche de ce que
vous voulez faire? J'aimerais honnêtement vous dire oui, et je dois vous dire honnêtement non. Simplement parce qu'aucun n'a un projet de société réel, concret, surtout, sur le temps long. Aucun ne nous dit dans quel type de société on devrait y aller. Vous savez, normalement, un projet de société, c'est pas un programme politique. Un projet de société détermine le type de société dans lequel on veut vivre sur le temps long, très long. Le programme politique est à ça, mais dépend mécaniquement de lui pour dire les décisions techniques qu'il faut prendre pour ce chemin. Je vais vous lire. Vous dites à un moment donné, il faudrait des idées de gauche avec un tempérament de droite, ou l'inverse. Son principal objectif est de redonner toute sa force au primat du politique sur l'économique. On a l'impression, alors, donc il faut se retrouver en dehors du champ lexical gauche-droite. Est-ce que c'est pas un peu Emmanuel Macron, ça? Quelqu'un qui n'est ni de droite ni de gauche, ou qui prend ce qui est bon à la droite et ce qui est bon à la gauche? Il ne faut pas confondre une construction politique comme les États-Unis d'Europe, qui laissera aux citoyens, dans leur expression démocratique, de décider si c'est plus ou moins socialiste ou plus à droite. Il y a les mots, voilà, on raconte pour ratisser large, et puis il y a la réalité concrète de ce que l'on veut construire. Emmanuel Macron ne propose pas, que je sache, une construction politique de l'Europe. On reste dans une construction économique qu'on répare sans arrêt, sans vision sur le temps long. C'est ça notre problème. Il y a plein de choses dans ce livre. Vous avez, là, oui, la première proposition dont vous avez parlé, c'est la priorité à l'économie. Ça vous faites 8 propositions, enfin les 8 défis qu'il faut. La première, c'est ça, c'est de ne plus donner la priorité à l'économie. Mais vous parlez aussi d'un patriotisme européen. Alors vous êtes d'origine corse, vous êtes corse. Alors vous êtes corse, européen, vous êtes français, qu'est-ce que vous êtes? Dans les problèmes d'identité, si on n'a pas de tabou, et si on veut construire quelque chose de politique, qui donc peut remettre aussi la solidarité comme structure générale des choses et non pas la compétition de tous contre tous, parce que l'argent fera toujours ça. Dans les problèmes d'identité, ils peuvent s'emboîter parfaitement. Je me sens profondément corse, profondément français et profondément européen. Et au-dessus, il y a la conscience d'appartenir à la nature humaine universelle de notre planète. Ce n'est pas incompatible. Si l'on veut qu'une construction politique États-Unis d'Europe puisse fonctionner, avec ces structures de solidarité que la Suède considère, le Portugal comme aujourd'hui la Corse peut considérer l'Auvergne, enfin je l'espère, à ce moment-là, il n'y a pas de problème d'identité. Et une construction politique, il faut examiner le livre, ce manifeste, avec attention sur les problématiques, par exemple, de souveraineté. Seule une construction politique des États-Unis d'Europe peut permettre de conserver les souverainetés nationales ou régionales. Il y a toutes sortes de propositions également sur l'aspect horizontal de la démocratie à réinventer pour que le citoyen se sentent à la fois protégés par la main de la construction fédérale du monde extérieur et de ses dangers, mais au niveau local et régional, retrouve la maîtrise de son destin sur sa vie quotidienne. Seule une puissance politique peut le permettre. Les vices de forme qu'on connaît... Une puissance politique, vous connaissez les individuels, comment dirais-je, les égoïsmes nationaux en Europe. C'est parce que... Pourquoi y a-t-il des égoïsmes nationaux en Europe? Comment parviendriez-vous à dépasser ces égoïsmes nationaux? Par la politique, par la décision politique. Si la politique est vraiment l'art de la maîtrise du destin, on peut araser les problématiques de lutte et d'égoïsme dues à la compétition économique. C'est ça la réalité. Vous évoquez souvent dans ce livre votre engagement aux côtés des Kurdes. Parce qu'ils sont un exemple. Qu'est-ce que les Kurdes vous ont appris de l'engagement politique? D'autres m'ont appris autre chose. C'est que la rhétorique de l'impossible, que je vais entendre, et que j'entends déjà sur États-Unis d'Europe, mon Dieu, c'est impossible, c'est une rhétorique de peuple fatigué, ou de peuples effrayés dirigés par des gens effrayés. Les Kurdes me démontrent tous les jours, depuis 5 ans, qu'à partir de rien, ils sont en train de bâtir leur État dans des circonstances infiniment plus dramatiques et difficiles que nous. Mais peut-être pas ce qu'ils sont en guerre, justement. Il ne faudrait pas que nous arrivions, nous, justement, dans une situation de crise totale, pour en arriver à se dire, comme Churchill en 1940, proposant à la France de créer un seul pays avec l'Angleterre. Souvenez-vous de cela. Parce que soudain, on s'aperçoit que seule une construction politique peut faire face aux immenses défis qui sont devant nous. Mais il est trop tard. Mais vous n'iriez pas jusqu'à dire que l'Europe aurait besoin d'une guerre? Surtout pas. Surtout pas. Il faut bien avant cela, bien avant cela. Les orages de l'histoire se rapprochent. Les gens le savent. Aucun projet de société dans cette campagne électorale ne nous dit, par exemple, une analyse précise des défis qui nous attendent. Est-ce qu'il y en a 10, 15, 20, 2, 3, 4 Il y en a vraiment 8 interconnectés entre eux. Quand on les a déterminés et délimités, on sait que seul un minimum de seuil de puissance politique peut permettre de les surmonter, donc l'alliance politique de l'Europe. On n'aura pas le temps de les voir tous. Je vais en citer quelques-uns, parce que voilà, ça va résumer un petit peu l'idée de votre... C'est leur totalité qui fait en réalité le grand défi. Donc là, de plus donner la priorité à l'économie, la dépossession de soi et de la vie privée par les nouvelles technologies, vous en parlez, les dangers du transhumanisme, cette société du futur où les neurosciences vont prendre le contrôle de notre cerveau. Des gens diront que ça, ce sont des problèmes sociétaux, ce sont des problèmes
essentiellement politique. Ouais. Par exemple, ce qui nous manque dans un vrai projet de société, c'est de dire qu'est-ce qui est le plus important dans le projet de société que moi, tel homme politique, je veux construire. Est-ce que je vais donner le primat à la liberté, c'est-à-dire une société qui va construire des hommes capables, parce qu'ils sont libres de penser et d'agir par eux-mêmes, ou est-ce que je vais donner le primat à la prospérité? Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est des gens prospères, que le bonheur des gens soit, au fond, de pouvoir sortir d'un supermarché avec mon caddie plein? Selon que l'on place l'un avant l'autre, on a un type de société différent. Et à ce moment-là, lutter contre les pouvoirs économiques, et pas seulement les pouvoirs politiques qui émergent dans le reste du monde, devient une priorité pour créer des hommes libres et ne pas laisser les citoyens devenir des consommateurs. Il y a un des défis dont je voudrais quand même vous parler, vous imaginez lequel, c'est l'islamisme, la démocratie face à l'islamisme. Vous dites, vous l'avez affronté en Afghanistan et avec les Kurdes. Ça fait 40 ans que je le vis. Donc vous savez, je pense savoir de quoi je parle. Et je pense c'est un vrai danger qui menace l'Europe, l'Occident. Bien entendu. La démocratie est mise au défi de l'islamisme. Bien entendu, je ne parle pas des musulmans. Je me suis assez battu avec des musulmans, portant un uniforme musulman, portant un nom musulman, pour pouvoir vraiment faire la différence. En revanche, l'islam politique, l'islamisme, lui, est un défi lancé à la démocratie. Mais ce n'est que l'un des 8 défis, avec l'environnement et tout le reste, la démographie, qui nous est imposé. Et ce qui est important à comprendre, c'est que nous, tout projet franco-français sera incapable de relever ces défis sur le temps long. Seule l'alliance, et je plaide encore pour ça, d'une Europe politique qui porte un vrai projet, un nom de projet de société formidable, États-Unis d'Europe. C'est un rêve, vous savez, qui part de Victor Hugo, qui passe par Stéphane Zweig, qui va jusqu'à De Gaulle, l'Atlantique, de l'Europe à l'Oural, et c'est le seul qui nous permet aujourd'hui de la volonté et de la passion. Et du discernement. C'est le seul rêve réaliste, projet de société qui porte un nom précis, qui peut encore dire aux gens, non pas simplement vivre ensemble, signe de société malade, mais faisons de grandes choses ensemble. C'est la seule chose, la seule aventure politique qui nous reste, la seule chose qui peut donner à la jeunesse de l'enthousiasme, et surtout, parce que combattre est un livre du sursaut, qui peut dire que la situation est grave, mais rien n'est perdu. Nous avons toutes les solutions pour nous en sortir. Merci beaucoup. Tous ceux qui veulent vous soutenir, vous rejoindre, eh bien, ils vont sur www.combat.org. Et ils peuvent voter. Et s'il y en a suffisamment qui le font, alors je pourrais demander au prochain président de la République un référendum national sur cette question. Et comme ça, les citoyens ont pu agir concrètement pour quelque chose en dehors du système. Merci Patrice Franceschi d'être venu parler de votre combat, de votre utopie, on peut dire européenne. Non, pas une utopie, un rêve réaliste. Merci.